Au Mali, le chef de l'État Mahamadou Issoufou joue la carte de l'apaisement. Il a échangé avec les chefs touaregs de Kidal. Ses récentes déclarations sur la région avaient suscité une vive polémique. La lutte contre Ebola devient difficile en RDC. 4 membres engagés contre ce virus ont été abattus par des groupes armés. La crainte a gagné le rang du reste du personnel. Et puis cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme dans l'affaire qui oppose Sébastien Adjavon à l'État béninois. La juridiction demande au Bénin de payer plus de 36 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires. Son avocat a réagi. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Le mea culpa du président du Niger, Mahamadou Issoufou, a échangé avec les chefs touaregs de Kidal. Le chef de l'État avait récemment déclaré que la région de Kidal, dans le nord du pays, était une menace pour la stabilité du Sahel. Des propos qui n'avaient pas plu aux personnes indexées. Reportage. La récente déclaration du président nigérien sur le statut de Kidal a été au cœur d'une assise avec une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad. C'était le 26 novembre à Niamey. Le statut de Kidal est une menace pour la stabilité du Sahel, avait déclaré en septembre à Bamako le président Issoufou. De fait, il se plaint que des groupes armés maliens signataires de l'accord d'Alger de 2015 aient une position exiguë vis-à-vis des djihadistes, faisant peser le soupçon d'alliances locales et opportunistes entre séparatistes touaregs et djihadistes. Il avait lancé des accusations après une attaque menée en juillet par des djihadistes contre un camp militaire nigérien proche de la frontière où 18 soldats ont été tués. La réunion de Niamey a donc permis d'échanger et de faire la paix. Le secrétaire général de la force du G5 Sahel déclarait mi-septembre que Kidal est devenue une évidente base arrière et rampe de lancement de plusieurs opérations terroristes. Accusation nigérienne qu'a toujours réfutée le CMA. Kidal fait partie de ces vastes zones du Mali qui échappent de facto à l'autorité de l'État malien et est aujourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes touaregs qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger 3 ans plus tard. Il n'est pas aisé de lutter contre Ebola en République démocratique du Congo. L'est du pays est le théâtre de 2 attaques armées. 4 membres d'équipes anti-Ebola ont été abattus ainsi que 5 personnes blessées. Les autorités sanitaires de la RDC redoutent que l'insécurité fasse repartir l'épidémie à la hausse dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 2 attaques ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, d'après le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Un agent du ministère congolais de la Santé et 2 chauffeurs ont été tués dans l'assaut contre une base où vivent des personnels de la riposte anti-Ebola à Biakato, dans la province de l'Ituri. La victime du ministère de la Santé travaillait pour l'équipe de vaccination. Un policier congolais payé par les autorités sanitaires pour garder les installations anti-Ebola a été tué dans la seconde attaque contre un bureau de la coordination de la riposte anti-Ebola à Mandjina. Les attaques n'ont pas été revendiquées jusqu'à la soirée de jeudi. Les autorités congolaises accusent des Maïmaï, des milices constituées sur une base communautaire et dont les actions vont de la défense des intérêts communautaires à la grande criminalité. Mandjina est le lieu d'où est partie en juillet-août 2018 la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais. Ebola était en retrait. Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, craint que ces attaques vont redonner de la vigueur à l'épidémie et plus de gens vont mourir. 7 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés la semaine dernière contre 120 au pic de l'épidémie en avril dernier, selon l'OMS. En Algérie, la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain est très agitée. Elle met en lumière le contexte tendu, risqué dans lequel se prépare le scrutin. Les manifestants continuent de contester la tenue de l'élection. Reportage. Meeting perturbé, administration murée, panneaux électoraux détournés. L'Algérie est mouvementée par ces temps de campagne électorale.
Le débat n'est actuellement pas pour ou contre tel ou tel candidat, mais pour ou contre le scrutin. Les tensions sont telles que depuis le début de la campagne, le 17 novembre, les 5 candidats évitent les grandes villes du nord du pays, les plus peuplées, et annoncent souvent leur déplacement à la dernière minute. Cette stratégie n'empêche pas qu'ils soient régulièrement accueillis par des manifestants hostiles, réussissant parfois à perturber leur meeting malgré un fort déploiement policier permanent. Tous les candidats ont participé ou soutenu la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, contraint en avril à la démission. Les contestataires voient en eux des complices du pouvoir aux mains du haut commandement militaire. Dans l'entendement du mouvement de protestation, le régime en place depuis l'indépendance du pays en 1962 cherche désormais à se régénérer dans les urnes, faute d'avoir pu mettre fin à 9 mois de contestation interrompue. Les candidats peinent surtout à persuader les citoyens d'aller voter le 12 décembre. À mesure qu'approche le scrutin, les positions se raidissent et les craintes de radicalisation des deux camps augmentent. Seuls 37% des électeurs se sont déplacés lors des législatives de 2017 et 50% pour la présidentielle de 2014. Et d'après de nombreux observateurs, ces chiffres sont probablement artificiellement gonflés. Le Parlement européen a dénoncé les arrestations arbitraires et appelé le gouvernement algérien à trouver une solution à la crise actuelle basée sur un processus politique pacifique et ouvert. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le dirigeant du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj. C'était à la suite de la signature mercredi à Istanbul d'un accord de coopération militaire et sécuritaire qui vise à renforcer les liens entre les deux armées dans le conflit qui oppose le gouvernement libyen d'Union nationale aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Le gouvernement libyen d'Union nationale a signé un nouvel accord militaire avec la Turquie, son principal soutien dans le conflit qui l'oppose à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. L'accord de coopération militaire et sécuritaire a été signé mercredi lors d'une rencontre à Istanbul entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du GNA, Fayez al-Sarraj. Le nouvel accord renforcera les liens entre les armées des deux pays. La signature de cet accord survient en dépit d'un appel lancé en octobre par la Ligue arabe à ses membres de ne plus coopérer avec Ankara et de réduire leur représentation diplomatique en Turquie à la suite de l'offensive militaire lancée par cette dernière contre les forces kurdes en Syrie. Fayez al-Sarraj est notamment soutenu par la Turquie et le Qatar, et l'Italie, l'ancienne puissance coloniale en Libye, semble également en sa faveur. Son rival Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, dont les forces ont lancé en avril une offensive contre la capitale Tripoli, bénéficie de son côté du soutien de l'Égypte et des Émirats arabes unis et d'un appui au moins politique, notamment des États-Unis et de la Russie. Et en Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a promis des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis. C'était à l'occasion de la première fête nationale depuis son investiture au mois d'août dernier. Des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis. Ainsi se résument les promesses faites par le nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l'occasion de la fête nationale du pays, la première célébrée depuis son investiture au mois d'août dernier. Dans un discours retransmis ce mercredi soir, à la veille du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État mauritanien, ancien chef d'état-major des armées, a déclaré qu'une nouvelle agence nationale chargée de gérer les programmes de lutte contre la pauvreté sera mise en place dans les tout prochains jours. Cette agence sera dotée d'un budget équivalent à quelques 500 millions d'euros sur 5 ans. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également annoncé que les plus démunis pourront bénéficier d'une assistance juridique gratuite prodiguée par des avocats rémunérés par l'État. La proportion des pauvres parmi les quelques 4 millions d'habitants de la Mauritanie a notablement baissé, passant de 44,5% de la population à 33% entre 2008 et 2014, selon la Banque mondiale. Mais la pauvreté persiste dans la capitale Nouakchott et certains groupes, comme les jeunes et les femmes, sont de plus en plus marginalisés.
Au Bénin, à présent, Sébastien Javon empochera plus de 36 milliards de francs CFA. Ainsi en ont décidé les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire de trafic international de drogue qui oppose l'homme d'affaires à l'État béninois. Dans son arrêt, la juridiction d'Arusha a aussi ordonné à l'État béninois de procéder à la main levée des comptes bancaires du requérant, ceux des membres de sa famille ainsi que de ses sociétés. Écoutons la réaction de Maître Moustapha Issiaka, il est l'un des avocats de Sébastien Javon. Donc, pour être complet, la Cour allait loin. En ordonnant, la Cour, après avoir condamné l'État à payer environ 39 milliards, M. Javon, la Cour a ordonné à l'État béninois d'avoir à corriger plusieurs dispositions de la loi qui a créé la CRIET, parce qu'il a été reconnu que la loi qui a créé cette juridiction, plusieurs dispositions violent la charte que le Bénin a ratifiée. On a ordonné à l'État béninois d'avoir à amender cette loi-là, et à rendre compte à la Cour dans un délai de 3 mois. La Cour a également ordonné la main levée sur les comptes bancaires de M. Javon, ces comptes bancaires, ceux de ses enfants et de son époux qui ont été illégalement bloqués. La Cour a reconnu que c'est une voie de fait, c'est illégal, c'est un acharnement de bloquer ces comptes. La Cour a ordonné que main levée soit ordonnée sur ces comptes. La Cour également a ordonné la réouverture de sa télévision Sika TV qui a été fermée. La Cour a ordonné également la réouverture, puisque en temps, Soleil FM avait été fermé également. La Cour a demandé que Soleil FM soit réouverte. La Cour a ordonné également que le terminal à conteneurs qui a été suspendu soit rétabli. Donc, plusieurs droits lui ont été accordés. Bref, la Cour a reconnu qu'on a non seulement porté atteinte à sa personne, mais à son patrimoine. Et la décision a pris en compte tous ces aspects-là. Et je crois que c'est l'une des rares fois où cette Cour est allée aussi loin dans sa décision. Donc cette précision mérite d'être apportée et vous comprenez que ma joie est vraiment totale. À l'instant, Maître Moustapha Issiaka, l'un des avocats de Sébastien Javon. Et puis direction Paris, vous le savez, ils y étaient où ils ont été nombreux, les Béninois, à avoir répondu à l'appel du 23 novembre dernier. Outre les exilés politiques et les Béninois de la diaspora, les forces de l'opposition y étaient aussi. Il était question de réfléchir aux sorties de la crise politique que traverse le pays. Nous vous proposons ici un extrait du communiqué final de cette rencontre. Ensemble, tout devient possible. Et c'est justement ensemble dans l'unité, la cohésion, la cohérence, la vérité, le désintéressement, le sacrifice, l'humilité et l'amour pour notre patrie que nous allons anéantir la dictature qui frappe notre cher pays, le Bénin. Ce qui nous guette, c'est la disparition complète de nos idéaux, de nos valeurs, nos principes, nos symboles, notre culture, symbolisé par le vivre ensemble, le socle de notre société, que sont la fraternité, la solidarité, l'unité nationale, la paix sociale, la cohésion sociale, la sécurité, la stabilité de notre pays. Ces valeurs qui offriraient encore une certaine espérance. Désunis, c'est la mort assurée de tous et de chacun. Et maintenant, que devons-nous faire ? Il est également temps d'être lucide, très lucide, sur le passé. Car aujourd'hui, nous savons que ni les partis politiques se réclamant de l'opposition, ni les organisations de la société civile, ni non plus les personnalités engagées dans la résistance ne peuvent gagner seules la bataille. Personne, je dis bien personne, ne pourra gagner seul. C'est ensemble, dans la sincérité, la solidarité, l'humilité, la discipline et la méthode, l'organisation et le don de soi que nous allons rendre à notre pays sa fierté et sa singularité dans le grand concert des nations. Si une résistance nationale forte, crédible, déterminée et farouche ne se structure pas pour faire face au pouvoir des dirigeants de passage, le pays ira inévitablement vers des lendemains qui déchantent des désespoirs inconsolables, des désespoirs mortifère. Mesdames, Messieurs, ainsi profère ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.